Gene Hackman est considéré comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, mais aussi comme l'une de ses covedettes les plus intransigeantes. Pour Hackman, être acteur n'a jamais été un simple travail. Il abordait chaque rôle avec une discipline implacable, une concentration totale et un engagement quasi militaire. Il attendait la même chose de tous ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il était confronté à l'ego, à la paresse ou au manque de préparation, Hackman ne se mordait pas la langue et laissait éclater sa frustration. Cette intensité a donné lieu à certaines des performances les plus inoubliables du cinéma, mais elle a également déclenché des affrontements explosifs en coulisses, qu'il s'agisse de tensions sourdes ou de 3 mois consécutifs de débordements. La carrière de Hackman est remplie d'histoires de costards qui ont mis sa patience à l'épreuve et qui l'ont parfois poussé à bout. Voici les 7 acteurs qui l'ont le plus mis à mal. En tête de liste, John Travolta. Hackman a toujours dit ce qui lui importait sur un plateau de tournage, la discipline, la préparation et l'immersion totale dans le rôle. Pour lui, jouer n'est pas seulement réciter des répliques. Il s'agissait de vivre le personnage si profondément que chaque pose, chaque geste et chaque mot était porteur de vérité. Lorsqu'un partenaire ne partageait pas cette dévotion, Hackman n'y voyait pas seulement de la négligence, mais une insulte directe au travail lui-même. C'est pourquoi son expérience avec John Travolta sur Get Shorty 1995 est devenue l'une des collaborations les plus exaspérantes de sa carrière. Cette élégante comédie de gangster mettait en scène Travolta dans le rôle de l'usurier de Miami, Chili Palmer, et Hackman dans celui du réalisateur de films délabrés Harry Zim. Sur le papier, c'était parfait. En réalité, c'était l'huile et l'eau, 2 stars à l'éthique de travail complètement différente. Hackman est arrivé sur le plateau, comme il le faisait toujours préparer jusqu'à la dernière syllabe, après avoir passé le week-end à mémoriser 8 pages de dialogue. Travolta est arrivé sans avoir fait ses devoirs. Le réalisateur Barry Sonnenfeld s'est souvenu plus tard de l'un de leurs premiers échanges. Travolta a demandé à Hackman de lui parler de son week-end. Hackman a répliqué « Avec 8 pages de dialogue, j'ai passé tout le week-end à mémoriser le travail d'aujourd'hui. » Travolta a souri et a dit « C'est un week-end gâché. » C'était la pire réponse possible. Au fur et à mesure que le tournage s'éternise, la patience de Hackman s'amenuise. Il a vu Travolta rater des répliques, oublier des signaux et s'appuyer sur des indications de dernière minute. La frustration est montée en flèche, mais Hackman l'a souvent dirigé vers Sonnenfeld plutôt que vers Travolta, sachant qu'il devait continuer à travailler avec sa costard pendant des mois. À un moment donné, Sonnenfeld l'a confronté directement. « Tu n'es pas en colère contre moi. Vous êtes en colère contre John parce qu'il ne connaît pas son texte. Mais tu ne peux pas lui crier dessus. Il reste encore 10 semaines de travail ensemble. » Et pour Hackman, l'approche décontractée de Travolta n'était pas seulement négligée. Elle était à l'opposé de tout ce qu'il pensait que le métier d'acteur devait être. Selon Sonnenfeld, l'acteur arrivait souvent en retard, retardant une fois le tournage, parce qu'il était dans sa caravane en train d'essayer des smokings pour les Oscars. Hackman, qui méprisait tout ce qui relevait de la vanité ou de la complaisance envers les célébrités, y voyait le signe ultime de priorité mal placée. « De toute ma putain de carrière, a-t-il dit à Seinfeld, je n'ai jamais travaillé avec un metteur en scène aussi nul et inepte, une sortie mal orientée, qui visait en fait le comportement de Travolta. » La tension s'est répandue dans les petits moments. Lorsque Sonnenfeld a eu recours à des cartes Q géantes pour aider Travolta à traverser les scènes, Hackman n'a pas pu résister à un coup de gueule. Lors d'une prise, lorsque Travolta a demandé par où commencer, Hackman a pointé les cartes et a dit « Juste ici, John, en haut de votre carte Q. » Travolta n'a jamais réalisé qu'on se moquait de lui. Malgré les tensions en coulisses, Get Shorty est devenu un succès critique et commercial, et Travolta a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Mais pour Hackman, aucune récompense ne pourra effacer le souvenir d'avoir travaillé avec un acteur dont l'attention semblait davantage tournée vers le glamour de la célébrité que vers la discipline du métier.
Travolta, pour sa part, n'a jamais parlé publiquement d'une quelconque tension avec Hackman. Qu'il ait été inconscient de la frustration ou qu'il ait simplement choisi de ne pas l'aborder, il n'a jamais parlé que chaleureusement du film. Quant à Hackman, il n'a jamais assoupli son point de vue. Il respecte le talent, mais seulement lorsqu'il est associé à la préparation et à l'humilité. Chez Travolta, il a vu le charme sans la préparation. Une star de cinéma d'abord, un acteur ensuite. Et pour Gene Hackman, c'est une ligne à ne pas franchir si l'on veut obtenir son respect. Deuxièmement, John Wayne. Lorsqu'il s'agit de rancune professionnelle, Gene Hackman perd rarement son temps. Il était trop concentré, trop immergé dans son travail pour se laisser distraire par les petits ragots d'Hollywood. Mais s'il est une relation qui a empoisonné sa carrière avant même qu'elle ne commence, c'est bien celle qu'il a entretenue avec John Wayne. Une querelle qui, à bien des égards, était unilatérale, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Selon Issa, la fille de Wayne, son père nourrissait une haine particulière à l'égard de Hackman. Peu importe le film, si Hackman apparaissait à l'écran, Wayne le critiquait avec une précision brutale. Gene Hackman ne pouvait jamais apparaître à l'écran sans que mon père ne critique sa performance, écrit-elle dans ses mémoires, John Wayne. Mon père. La critique de Wayne n'était pas mesurée. Il n'a pas dit que Hackman était surestimé ou qu'il n'était pas mon style. Il s'est attaqué à la jugulaire. Le pire acteur de la ville. Il est horrible. Wayne ne s'est jamais étendu sur le sujet. Il n'a donné aucune explication, n'a cité aucune performance spécifique. Juste un dédain inébranlable. Quant à Hackman, il n'a jamais répliqué publiquement. Ce n'était pas son genre. Mais derrière les portes closes, les amis disent que les commentaires n'ont pas disparu de son dos. Hackman, un homme qui donnait à chaque rôle toute la mesure de sa préparation et de son authenticité, aurait considéré le dénigrement constant de Wayne comme la marque d'un homme qui, selon lui, se complaisait davantage dans sa personnalité que dans sa performance. Bien que Hackman n'ait jamais lancé de contre-attaque directe, il n'a pas caché son dégoût pour le type de travail représenté, des performances ancrées dans une image plus grande que nature, plutôt que dans la transformation. Même s'il évitait de rendre publiques ses querelles politiques, les initiés savaient que Hackman n'aimait pas les opinions de droite affichées par Wayne, ni les binaires moraux simplistes que les westerns de Wayne défendaient souvent. Ce qui rend cette tension fascinante, c'est que les deux hommes n'ont jamais travaillé ensemble. La querelle s'est déroulée à distance. Wayne, au crépuscule de sa vie, rejette le talent d'un acteur plus jeune. Hackman s'est tranquillement hérissé de la critique, tout en continuant à accumuler les Oscars, les éloges de la critique et les rôles dans des films qui allaient contribuer à redéfinir le cinéma américain. Il y a là une certaine ironie. Isa Wayne elle-même a émis l'hypothèse que si son père avait vécu plus longtemps, son opinion se serait peut-être adoucie. Si mon père avait vécu pour voir plus de son travail, je pense que son opinion sur M. Hackman aurait changé. Hackman aurait changé, a-t-elle admis. Mais Wayne est mort en 1979, bien avant que Hackman ne joue ses rôles les plus célèbres dans Unforgiven Whores et The Royal Tenenbaums. Hackman, fidèle à lui-même, n'a jamais essayé de se réconcilier avec un homme qui ne lui avait témoigné que du mépris. Il n'y a pas eu de réconciliation publique, juste un silence. Aujourd'hui, la querelle existe surtout comme un artefact de l'aversion obstinée de Wayne et du refus de Hackman d'y répondre dignement. Pour Hackman, les insultes de John Wayne n'ont pas interrompu son travail, n'ont pas fait dérailler son métier et n'ont pas changé sa trajectoire, mais elles ont confirmé quelque chose qu'il savait déjà. À Hollywood, tout le monde n'accorde pas les mêmes valeurs, et si vous n'étiez pas prêt à respecter le travail, Hackman n'allait pas vous respecter. Troisièmement, Denzel Washington. John Hackman s'est toujours comporté avec l'autorité d'un homme qui traite la comédie comme un champ de bataille, où la préparation, la concentration et la précision sont les seules armes valables. Il ne se contente pas d'arriver sur un plateau, il le revendique. Et lorsqu'un autre acteur entre dans l'arène avec la même force, les étincelles sont inévitables.
C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Hackman a affronté Denzel Washington dans Crimson Tide en 1995. Le film lui-même ressemblait à une cocotte minute, un thriller sous-marin dans lequel le commandant chevronné de Hackman et l'officier prometteur de Washington s'affrontent pour prendre le contrôle d'un vaisseau nucléaire. À l'écran, leur scène crépitait de l'intensité qui fait retenir le souffle au public. Hors de l'écran, cette même intensité provenait d'une véritable opposition de style d'interprétation. Hackman a abordé le travail comme un général se préparant à la guerre. Chaque temps est planifié, chaque émotion est calculée. Washington, il s'épanouissait dans l'instant, apportant une imprévisibilité à toute épreuve qui pouvait modifier l'énergie d'une scène en un clin d'œil. Pour Hackman, cette liberté pouvait être ressentie comme un défi, une invitation à se battre pour dominer. Washington, lui, n'était pas intimidé. Loin de là. On lui a demandé plus tard si le fait de jouer face à Hackman l'avait ébranlé. Il n'en a pas tenu compte. Je ne pense pas avoir été intimidé par un autre acteur. C'est mon arène, si vous voulez, alors j'ai l'impression que quiconque entre dans la salle de sport, on y va. Il a dit de Hackman qu'il était l'un des maîtres et a admis qu'il s'attendait à apprendre quelque chose de leur temps passé ensemble, mais qu'il n'allait pas laisser Hackman donner le ton sans se poser de questions. Les deux hommes se sont tournés autour lors des répétitions, comme des combattants, chacun lisant les mouvements de l'autre, chacun ne voulant pas céder de terrain. Les initiés disent que Hackman respectait le talent de Washington, mais qu'il s'irritait de ce qu'il considérait comme une tentative délibérée de l'égaler coup pour coup. Hackman pensait que les scènes fonctionnaient mieux lorsqu'un acteur menait clairement le rythme. Et sur Crimson Tide, il estime que l'instinct de Washington a repoussé les limites, a transformé certains moments en concours plutôt qu'en collaboration. Pourtant, les résultats à l'écran étaient indéniables. Leurs joutes verbales sont devenues le cœur du film. Chaque confrontation était une épreuve de nerfs et de volonté. Mais cette même alchimie rendait le travail en commun difficile. Si Washington a quitté le projet en louant le talent de Hackman, ce dernier aurait eu l'impression que l'énergie compétitive de Washington allait parfois jusqu'à la perturber. Il n'y a pas eu de querelle publique ni de propos acerbes échangés lors d'interviews, mais la tension était suffisamment réelle pour que les deux hommes ne travaillent plus jamais ensemble. Aujourd'hui, Hackman a pris sa retraite et Washington continue de dominer l'écran. Leur seul héritage commun est un film qui reste un chef-d'œuvre pour deux acteurs qui refusent de scier. Pour Hackman, Crimson Tide est la preuve que certains acteurs ne se contentent pas de partager l'arène, ils se battent pour la posséder. Et pour Washington, c'était simplement un autre jour de travail dans son arène. Numéro 4, Lois Lane. Gene Hackman a bâti sa carrière sur la discipline. Chacun de ses rôles de French Connection à Unforgiven était abordé avec la même préparation méticuleuse et la même concentration. Pour lui, le travail était sacré. Pas de distraction, pas de raccourci, pas de jeu. Lorsqu'il est entré sur le plateau de Superman en 1978 pour incarner Lex Luthor, Hackman a apporté la même intensité. Face à lui, Margot Cadet, la fougueuse et imprévisible Lois Lane, dont l'énergie est aussi enjouée que la sienne est sérieuse. Sur le papier, c'était un contraste parfait. Sur le plateau, c'est le choc assuré. Kader avait la réputation de garder les choses légères, de faire des blagues et d'injecter de l'humour dans les longues et éreintantes journées de tournage. Elle pouvait entrer et sortir facilement de son personnage, brisant parfois l'ambiance d'une manière qui, pour Hackman, ressemblait à des ongles sur un tableau noir. Alors qu'il était enfermé dans la menace calculatrice de Lex Luthor, elle pouvait s'amuser avec l'équipe ou improviser des répliques qui ne figuraient pas dans le script. Pour Hackman, ce n'était pas un amusement inoffensif. C'était briser le rythme. Un membre de l'équipe s'est souvenu qu'il avait marmonné sous sa respiration pendant une scène. Certains d'entre nous essaient de faire un film ici. Kader, pour sa part, n'a pas reculé.
Elle trouvait l'approche ultra sérieuse de Hackman étouffante. Elle a dit un jour à un collègue « Il est tellement plongé dans Luther qu'il ne voit pas qu'il y a un trou autour de lui en train de s'amuser. » Pour elle, la légèreté était un moyen d'éviter que l'atmosphère ne devienne trop pesante. Pour Hackman, il s'agissait d'un manque de respect pour son travail. Les frictions n'ont jamais dégénéré en crise, mais elles étaient palpables. Les scènes entre eux avaient un côté très particulier. Il ne s'agissait pas seulement de la tension scénarisée entre Lois Lane et Lex Luthor, mais d'un subtil courant sous-jacent de deux acteurs aux philosophies fondamentalement différentes. Hackman s'est épanoui dans le contrôle. Kader s'épanouissait dans la spontanéité. Il y a eu des moments de respect à contre-cœur. Hackman a admis en privé que Kader avait des instincts aiguisés et qu'il pouvait jouer une scène avec du charisme à revendre. Dans des interviews ultérieures, Kader a dit de Hackman qu'il était une force et l'un des plus grands, mais les deux n'ont jamais réussi à s'entendre personnellement, et une fois les films de Superman terminés, ils ont pris des chemins différents sans se retourner. Aujourd'hui, alors que Hackman s'est retiré depuis longtemps du métier d'acteur et que Kader est décédé en 2018, leur relation de travail reste un instantané de ce qui se passe lorsque deux interprètes talentueux apportent des tempéraments complètement différents dans le même cadre. Pour Hackman, le rôle était une question de précision. Pour Kader, c'était une question de jeu. Et entre Lex Luthor et Lois Lane, il n'y aurait jamais eu de trêve. À l'écran ou en dehors. Cinquièmement, Richard Harris. S'il y a une chose que Gene Hackman ne supporte pas, c'est d'être rejeté surtout par quelqu'un qui aurait dû mieux savoir. Hackman avait bâti sa carrière sur la présence, la précision et le respect du travail. Il est issu d'une école d'acteurs où l'on se souvient des personnes avec lesquelles on a souffert et transpiré sur le plateau, peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées. Aussi, lorsque Unforgiven l'a confronté à Richard Harris, un homme avec lequel il avait travaillé des décennies auparavant, il s'attendait au moins à un signe de reconnaissance. Il ne l'a pas eu. Selon les membres de l'équipe, Harris a salué Hackman poliment, mais sans laisser entendre qu'ils avaient partagé un plateau dans le passé. Pour la plupart des acteurs, il s'agirait d'un affront mineur, d'un oubli honnête, dans une carrière pleine de visages, mais pour Hackman, il s'agissait d'une insulte professionnelle. « Nous avons été dans les tranchées ensemble », aurait-il dit à un collègue après coup, et il agit comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Hackman n'a pas commencé une dispute. Il n'a pas pris Harris à part pour mettre les choses au clair. Au lieu de cela, il a transporté cette fureur tranquille dans sa performance dans Unforgiven. Le petit Bill Dago de Hackman a une scène où il bat vicieusement l'anglais Bob de Harris. Un moment déjà prévu pour être brutal, mais les personnes présentes sur le plateau jurent que Hackman avait un petit quelque chose en plus ce jour-là. Une intensité enroulée qui allait au-delà de la page. Harris, pour sa part, semble prendre la chose au sérieux. En tournée, il a plaisanté plus tard dans une interview en disant que Gene frappait comme un homme qui le pensait. Il a affirmé qu'il ne se souvenait pas de leur collaboration antérieure, mais a admis que la violence de Hackman à l'écran aurait pu être un peu plus assaisonnée. Hackman n'a jamais dit publiquement si Harris avait vraiment oublié, ou s'il n'avait tout simplement pas pensé que le projet antérieur méritait d'être mentionné. Mais plus tard interrogé sur cette scène, Hackman a admis avec un mince sourire. Disons simplement que je n'ai pas eu à creuser très profond pour trouver la motivation. La tension entre eux n'a jamais débouché sur une hostilité ouverte. Il n'y a pas eu d'affrontement violent, pas de querelle publique, mais le gel était indéniable. Ils ont terminé Unforgiven en professionnels accomplis, chacun livrant des performances qui feront partie de l'héritage du film. Pourtant, lorsque les caméras ont cessé de tourner, ils ont gardé leur distance. Il n'y a pas eu de réconciliation, ni de retrouvailles chaleureuses des années plus tard. Richard Harris est décédé en 2002, et Hackman s'est retiré du métier d'acteur peu après. Le passage à tabac dans Unforgiven reste le seul témoignage cinématographique de leur temps partagé à l'écran, et peut-être l'aperçu le plus clair de la façon dont Gene Hackman pouvait transformer le ressentiment de sa vie réelle
en une vérité brûlante à l'écran. Sixièmement, Liza Minnelli. Pour Gene Hackman, le plateau de tournage était un terrain sacré. Il ne s'est pas présenté devant une caméra pour plaisanter ou tuer le temps. Il est venu travailler. Chaque rôle exigeait une immersion totale. Chaque scène était une question de précision et chaque acteur devait être aussi engagé que lui. Pour lui, tout ce qui ne l'était pas n'était pas seulement un manque de professionnalisme, c'était du sabotage. Aussi lorsque Lucky Lady, en 1975, le fait échouer au large des côtes du Mexique, avec Burt Reynolds et Liza Minnelli, la tension commence avant même la première prise. Hackman est alors au sommet de son art dramatique. The French Connection, The Conversation Scarecrow, un homme connu pour sa discipline et son contrôle. Minnelli, tout juste sorti des triomphes de Broadway et de la gloire des films musicaux, apportait avec elle une personnalité tourbillonnante chaleureuse, pleine d'énergie mais imprévisible. Dès le départ, leurs styles s'affrontent. Hackman s'est préparé comme un boxeur, en suivant son texte, en restant dans son personnage, en se concentrant. La méthode de Minnelli était plus libre, plus ludique, parsemée de bavardages entre les prises et d'éclats de chansons ou de rires. Pour Hackman, ce n'était pas attachant, c'était de l'ingérence. Burt Reynolds, pris entre les deux, a plus tard décrit les problèmes dans ses mémoires, mais assez parlé de moi. John Hackman est un bon acteur, c'est un dur, et Liza est tellement boupie-dupe qu'il ne s'y retrouvait pas. De temps en temps, il disait « Liza, ferme-la ». Nous devions tous quitter le plateau jusqu'à ce qu'il se calme. Ce n'était pas une crise isolée. Hackman avait le don de transformer la critique en poignard, même en plein tournage. Reynolds se souvient que Joe n'était pas non plus le plus facile à travailler. Vous faisiez les répétitions d'une certaine façon, et quand vous arriviez à la prise, il vous disait « Tu ne vas pas le faire comme ça, n'est-ce pas ?» Il faisait ça à Liza et elle s'effondrait. Le lieu de tournage n'a fait qu'empirer les choses. La majeure partie de Lucky Lady a été tournée en mer dans une chaleur étouffante, sur des bateaux exigus où personne ne pouvait s'échapper. La houle de l'océan rendait les tempéraments courts et les estomacs fragiles. Les fournitures et le confort étaient limités. Lorsque la patience de Hackman s'épuisait, et c'était souvent le cas, la tension n'avait d'autre issue que d'éclater au grand jour. Minnelli, pour sa part, n'a jamais répliqué directement à Hackman en public. Ses proches ont dit qu'elle avait mis cela sur le compte de Jean étant Jean, mais ses commentaires, lors d'interviews ultérieures, laissaient entrevoir un ressentiment persistant. Elle a fait remarquer un jour que certains acteurs se prennent tellement au sérieux qu'ils oublient que nous sommes là pour divertir et non pour rivaliser pour savoir qui souffrira le plus sur le plateau. Lorsque le tournage s'est achevé, le mal était fait. Les relations de travail s'étaient détériorées de manière irrémédiable et le film en était le reflet. Au lieu d'une alchimie étincelante entre les trois acteurs principaux, Lucky Lady s'est avéré plat et tendu. Les critiques l'ont rejeté. Le public n'est pas au rendez-vous et le budget pléthorique ne fait qu'amplifier l'échec. Hackman s'en tire avec une carrière intacte, enchaînant avec Superman et Night Moves. Minnelli, quant à elle, entre dans une période difficile de sa carrière cinématographique, Lucky Lady n'étant que l'une des nombreuses déceptions du milieu des années 1970. Ils ne se sont jamais retrouvés à l'écran. Il n'y a pas eu de retrouvailles en fin de vie, ni de poignées de main chaleureuses lors d'un gala. Pour Hackman, Minnelli représentait une sorte de chaos dans le showbiz qu'il ne pouvait tolérer. Pour Minnelli, Hackman était l'exemple vivant d'une costard dont la rigidité étouffait la joie du travail. En termes hollywoodiens, il ne s'agit pas seulement d'un conflit. C'est une guerre froide qui n'a jamais dégelé. Septièmement, Wes Anderson. Gene Hackman n'a jamais été le genre d'acteur à dissimuler ses sentiments. S'il n'aimait pas un réalisateur, vous n'aviez pas à le deviner. Il vous le faisait savoir, et généralement d'une manière qui le faisait sentir à tout le plateau. C'est exactement ce qui s'est passé en 2001 lorsque Hackman a signé pour Royal Tenenbaums, un drame familial excentrique réalisé par Wes Anderson, alors âgé de 32 ans. Sur le papier, c'était un duo de rêve,
Un titan d'Hollywood avec 2 Oscars à son nom, jouant le patriarche charmant et espiègle dans un monde décalé et stylisé. En réalité, ce film est devenu l'une des relations acteur-réalisateur les plus notoirement tendues de la carrière de Hackman. La tension a commencé avant même que les caméras ne tournent. Hackman ne voulait pas faire le film. Wes Anderson, tout juste sorti de Rushmore, était déterminé à la voir. « Je ne suis pas parti », avouera plus tard Anderson. Tout le monde a dit oui au salaire, alors John a fait avec, et il était furieux à cause de l'argent. Pour Hackman, il n'y avait pas que le salaire. Il était dirigé par un homme assez jeune pour être son fils, dont le style de réalisation n'aurait pas pu être plus éloigné du réalisme grinçant que Hackman avait mis des décennies à perfectionner. Une fois le tournage commencé, les fissures se sont élargies. La célèbre approche méticuleuse d'Anderson, ses plans parfaitement symétriques, ses blocages de caméra spécifiques et sa précision aux couleurs pastel sont entrés en conflit avec la liberté et l'instinct d'Hackman. Sur le plateau, le tempérament de Hackman s'enflamme. Il aurait traité Anderson de CNT devant les acteurs, et l'équipe un mot si choquant que Bill Murray a commencé à se montrer pendant ses jours de congé pour protéger Anderson de sa star. Angelica Houston a affirmé avoir entendu un jour Hackman crier « Remonte ton pantalon et agis comme un homme ». Anderson a depuis reconnu à quel point la situation était tendue. « Nous avons eu des frictions », a-t-il déclaré sans ambages. Il ne l'appréciait pas, j'étais probablement trop jeune, et cela l'agaçait. Il n'était pas une personne détendue et à l'aise en ma compagnie. Hackman lui-même n'a jamais nié la difficulté, déclarant plus tard à Anderson qu'il ne comprenait même pas le film pendant qu'il le tournait. Pour Hackman, le style soigneusement chorégraphié d'Anderson était une cage trop contrôlée, trop artificielle. Pour Anderson, l'hostilité de Hackman est une tempête qu'il faut supporter. Pourtant, Anderson a remarqué quelque chose. Hackman s'illuminait lorsqu'on lui confiait un plan compliqué, un plan qui l'obligeait à se déplacer sur le plateau, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre, en atteignant plusieurs points en une seule prise. Anderson admet qu'il aimait les défis, mais ces moments étaient l'exception. La plupart du temps, l'air entre eux était assez lourd pour être coupé au couteau. Lorsque les bombes Royal Tenant ont été présentées pour la première fois, quelque chose a changé brièvement. Hackman a dit à Anderson qu'il aimait le produit fini, mais c'est tout. Selon Anderson, il n'y a pas eu un mot après cela. Il est parti sans dire au revoir. Ils ne se sont plus jamais parlé. Bill Murray, l'un de ses covedettes, défendra plus tard la frustration de Hackman en déclarant au Drew Barrymore Show. Pour lui, Wes Anderson n'était qu'un gamin punk, et Jeans a réalisé certains des plus grands films américains. Il était un peu irritable. Il devait travailler avec des enfants des chiens Kumar Palana qui jouaient Pagota, qui était un mystère absolu pour nous tous. Ils l'ont placé dans des positions très difficiles, et il n'arrêtait pas de se dire « Qu'est-ce que je fais ici avec ces gens ?» Ironiquement, la performance que Hackman a livrée au milieu de toutes ces frictions est considérée comme l'une de ses meilleures. Il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, un sommet dans sa carrière qui est devenu l'un de ses derniers rôles avant de prendre sa retraite. Mais derrière ce prix se cachait une vérité que les deux hommes portaient en eux. Ils avaient créé ensemble quelque chose de brillant, mais aucun des deux n'avait apprécié le processus pour y parvenir. Pour Hackman, la vision d'Anderson était trop artificielle. Pour Anderson, la présence de Hackman était à la fois un cadeau et une épreuve. C'est ainsi que l'une des collaborations les plus mémorables du cinéma s'est terminée non pas par une poignée de main, mais par un silence permanent et absolu. En fin de compte, ces 7 noms, chacun lié à ses propres batailles, explosions et chuchotements en coulisses, dressent le portrait de Gene Hackman comme étant plus qu'un simple acteur. C'était un artisan qui protégeait farouchement son processus, parfois au détriment de la diplomatie. Qu'il s'agisse d'affrontements violents avec ses covedettes ou de disputes silencieuses avec les réalisateurs, le parcours hollywoodien de Hackman a été aussi intransigeant que les personnages qu'il a incarnés. Mais ces querelles étaient-elles la marque d'un artiste défendant ses normes, ou ont-elles brûlé des ponts qui n'avaient jamais eu besoin d'être brûlés?
Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous lisons tout le monde. Et si vous voulez plus d'histoires inédites de derrière la caméra, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute.